Bonsoir à tous. Bienvenue à la première conférence du Club Luxe Dauphine. Je suis Déborah Elbaz, je suis la responsable du Club Luxe. Et puis avant de commencer, je tenais à vous remercier d'être venus si nombreux ce soir, puisque vous êtes plus de 400 à avoir répondu présent. Et c'est notre premier événement, ça représente beaucoup pour nous. Donc merci beaucoup d'être là. Avant de commencer, j'aimerais vous parler un petit peu du Club Luxe, puisque je pense que tout le monde ne connaît pas cette association. Donc, le Club Luxe, c'est un club qui est tout nouveau. On a fait notre inauguration au mois de novembre, donc on n'a que quelques mois. Et c'est un club qui fait partie de Dauphine Alumni. Donc, Dauphine Alumni qui est le réseau des anciens, mais aussi des étudiants. Donc, je tiens vraiment à souligner ce point ancien et étudiant, puisque là est tout notre objectif. Donc, initialement, on a créé le Club Luxe Dauphine, puisqu'on a pu faire deux constats. Donc, premier constat que l'on a pu faire, c'est qu'il y a énormément d'étudiants, et puis c'est un constat qui se confirme quand on voit l'amphi ce soir. Il y a énormément d'étudiants qui sont intéressés par le secteur du luxe. Certains veulent s'y insérer, d'autres veulent juste connaître ce secteur qui paraît si privé au premier abord. Et le second constat que l'on a pu faire, c'est qu'il y a plus de 5000 anciens dauphinois qui travaillent aujourd'hui dans le secteur du luxe. Donc là est tout notre objectif. Ce que l'on a souhaité faire, c'était d'élaborer un réseau, de créer une passerelle, de tisser des liens entre anciens dauphinois et futurs diplômés étudiants de Dauphine pour ensemble fédérer le nom et le prestige de notre université dans le secteur du luxe. Je tiens quand même à dire que tous ces événements n'auraient jamais pu voir le jour sans le travail et l'implication d'une équipe. C'est vraiment, depuis le départ, on a élaboré toute cette équipe depuis le mois de novembre. Et je tiens vraiment à souligner le travail et l'implication de l'équipe étudiante. Je ne sais pas où ils se sont cachés. Alors venez sur la scène qu'on puisse vous applaudir. Je pense qu'on peut vraiment applaudir très chaleureusement l'équipe étudiante. Non, bon, ils ne sont pas au complet, mais vraiment, je tiens à souligner leur travail. Depuis le départ, vous avez vraiment été extrêmement professionnels, extrêmement opérationnels. Je sais qu'il a fallu aller très très vite, et donc voilà, je tiens vraiment à souligner votre travail et à vous remercier et à vous féliciter pour tout ce que vous avez fait depuis le départ. Merci beaucoup. Donc voilà, aussi un grand merci aux anciens de Dauphine qui nous ont aidés depuis le départ de par leur expérience et leur savoir-faire. Et puis, je pense qu'on peut dire qu'on a atteint notre objectif ce soir, puisque anciens dauphinois et étudiants ont travaillé main dans la main pour élaborer cet événement. Un dernier mot concernant notre sponsor pour l'événement, le Master Management du Luxe de Dauphine. Un grand merci pour nous avoir soutenus pour cet événement et un grand merci pour nous avoir fait confiance. Donc voilà, je vais maintenant laisser la parole à Amélie Béliard, cofondatrice du Club Luxe. Et je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Merci Déborah. Donc je tiens quand même à redire qu'on est vraiment très heureux d'être là avec vous ce soir, de partager ce moment plein d'émotions avec vous. Et donc pour cette première conférence du Club Luxe, on a choisi un thème qui nous tient vraiment à cœur, le savoir-faire et le faire savoir. Donc on a quand même pas mal discuté avec les anciens et les étudiants du Club Luxe pour déterminer ce sujet. Et finalement, ce qui nous a décidé, c'est qu'on s'est demandé, mais qu'est-ce qui est le plus important pour vous qui avez envie de découvrir ce secteur et même peut-être plus tard qui avez envie de travailler dans le secteur du luxe. Et là, on a réalisé qu'il fallait absolument qu'on vous parle de l'essence même du luxe. Parce que derrière ce terme, souvent, sont véhiculées les images de glamour, de paillettes, de superflu. Mais qu'est-ce que véritablement le luxe ? En fait, c'est un ensemble de valeurs. Ce sont les valeurs de savoir-faire, de créativité, d'excellence, d'élégance. Et ce soir, on a envie de vous transmettre ces valeurs et on a envie de vous transmettre toutes les clés pour comprendre au mieux ce secteur qui vous fascine et qui nous fascine tout autant. Donc j'espère que vous avez passé une très belle soirée. Et je vais passer la parole à Monsieur Denis Darpy, donc qui est notre sponsor principal pour cette soirée, que je remercie chaleureusement.
Merci beaucoup. Alors, Déborah et Amélie m'ont proposé de parler du Master Luxe, du Master Management du Luxe. Puis je me suis dit, non, bon, je ne vais pas faire de la publicité, ici, ce n'est pas le moment. Et puis, si vous voulez tout connaître sur notre formation, qui n'a que 3 ans, qui a déjà maintenant une 60aine d'anciens, on a une promo en cours, et ça marche bien. Merci aux entreprises également qui participent, puisque c'est une formation en apprentissage. Mais si vous voulez savoir plus, masterluxe.dauphine.fr, et puis vous saurez tout. Non, je voulais juste peut-être raconter un peu l'histoire, parce que Déborah et Amélie n'ont pas dit tout. Elles sont venues il y a à peu près 1 an me voir en me disant, voilà, on voudrait créer un club luxe, faire rencontrer les étudiants, les anciens sur le luxe, sur le thème. Et j'aurais dit, faites quelque chose avec les anciens, avec Alumni, parce que je pense que c'est là où il y a vraiment quelque chose que l'on peut apporter, une plus-value. Et ce que je voudrais insister, c'est sur le fait que la manière dont elles ont organisé cette soirée aujourd'hui, en un temps record, comme elle le disait, c'est typiquement esprit dauphinois. C'est-à-dire, comment je fais, j'ai une idée, j'y vais et j'avance. Et donc là, moi, je voudrais surtout qu'on les remercie sur leur capacité à réunir un très beau panel d'intervenants. Et puisque vous êtes venus pour écouter les intervenants, je ne prendrai pas plus longtemps la parole, mais surtout les remercier. Et c'est vraiment pourquoi vous êtes de Dauphine, pourquoi vous êtes des anciennes Dauphines. Certains d'entre vous ont peut-être redécouvert cet amphi 8 qui était très différent il y a 10 ans. Mais c'est l'esprit, c'est bouger, c'est toujours en relation avec une histoire. Merci à vous. On a un témoignage avant de commencer la conférence d'une étudiante du Master Luxe, donc Éléonore, qui va venir. Je te laisse la parole tout de suite. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie de pouvoir faire la pub du Master Luxe de 207 ce soir avec vous. Donc, j'ai envie de vous parler qu'est-ce que le Master 207 Management du Luxe à Dauphine. Donc, tout d'abord, pour moi, c'est un master professionnalisant, du fait d'une formation en alternance, avec un rythme très avantageux de 4 jours en entreprise et d'1 jour à l'école, qui facilite énormément notre insertion en entreprise. On est d'ailleurs tous dans de très belles maisons, mais aussi à travers les enseignements. Donc, on a beaucoup de projets avec des entreprises et des maisons de grande renommée, et également beaucoup d'interventions des professionnels du secteur qui viennent nous partager leur expertise. Mais le Master Luxe, qu'est-ce que c'est aussi ? C'est aussi une forte ouverture culturelle. Donc déjà avec un voyage en Chine et en Corée de 2 semaines à la rencontre de professionnels, sur ce continent très cher au marché du luxe. Mais c'est également des enseignements sur les arts et les cultures étrangères, avec un accent mis particulièrement sur la Chine, bien sûr, et l'Asie. Et enfin, qu'est-ce que le Master Luxe ? C'est un Master Luxe qui forme des étudiants à avoir un double profil, très cher à cette industrie. Donc, qu'est-ce que j'entends par double profil ? C'est donc la capacité à acquérir une sensibilité artistique et esthétique, tout en développant une maîtrise profonde des compétences managériales. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur le master. On sera donc vendredi prochain au Forum des Masters, où vous pourrez venir pour les étudiants nous poser des questions, ou après au cocktail avec les étudiants qui sont présents ce soir. Merci beaucoup. Et donc maintenant, nous allons regarder une petite vidéo sur Dauphine Alumni, puisque le club Luxe appartient à Dauphine Alumni. Bien, c'est l'association de tous les anciens, également depuis 2 ans, des étudiants qui rentrent à Dauphine. Je garde une très bonne image de Dauphine. Je sais que le niveau de Dauphine continue d'augmenter, donc la réputation de Dauphine continue de s'améliorer année après année. Ça a énormément progressé. Et pour moi, c'est notamment la création de Paris Sciences et Lettres qui donne un rayonnement international à Dauphine. Merci à toutes ces nouvelles générations qui travaillent et qui continuent à faire contribuer au rayonnement. Je pense que le réseau, c'est au moins aussi important que le diplôme, voire plus important.
Étendre notre réseau, c'est aussi créer des communautés de dauphinois, aussi bien en France qu'en Europe ou à l'étranger, en créant des chapters. Aujourd'hui, Dauphine Alumni, c'est un des piliers de Dauphine avec la Fondation et l'université. Il est évident que nous sommes en situation d'interdépendance. On travaille tous ensemble, je pense que c'est important de le dire. L'objectif, c'est de faire en sorte que les alumni, quand ils adhèrent à Dauphine Alumni, ils ne se sentent pas tiraillés entre d'un côté leur association de filière et puis de l'autre Dauphine Alumni. Surtout y aller, mais surtout pas le faire seul. Le facteur de succès pour entreprendre et réussir, c'est être 2, 3 ou 4 complémentaires, avec pas des gens qui se ressemblent. Mon souhait, mon rêve, mon désir, c'est que Dauphine Alumni devienne non seulement la maison de tous les alumni, mais aussi la maison des associations de filières. On espère très sincèrement que cette vidéo vous aura donné envie d'adhérer à Dauphine Alumni. Et donc ce soir, on a Sybille Abueno qui va venir vous parler plus précisément de ce qu'est Dauphine Alumni. Vous allez être amenés à la rencontrer si jamais vous allez dans les bureaux. Donc voilà, je vous laisse la parole. Merci. Bonsoir, je vous rassure, je vais être très brève parce que je pense que vous avez envie que la conférence commence, mais je suis très heureuse d'être ici ce soir. Tout a été dit à peu près. J'insiste sur le fait qu'effectivement, Dauphine Alumni, c'est le réseau des Dauphinois, aussi bien les anciens que les étudiants, et ce depuis 2 ans, c'est assez récent. Il nous paraît absolument indispensable que vous, les étudiants, vous constituez votre réseau dès votre cursus à Dauphine, que vous soyez le mieux préparés, évidemment sur le plan académique, mais également sur le plan du réseau, au moment où vous allez arriver dans votre vie professionnelle. Donc juste un annuaire d'anciens qui pourra vous être extrêmement utile si vous adhérez à l'association. Nous avons donc 18 chapters. Les chapters sont des communautés de Dauphinois en France et à l'étranger. Si vous partez faire un stage à Hong Kong, à Singapour, à New York, à Londres, ça pourra vous être utile de rencontrer des anciens qui pourront vous donner des conseils. 20 clubs professionnels et de loisirs, dont le club Luxe. Des after-work pour les étudiants. Je pense que c'est extrêmement important pour vous de rencontrer des anciens dans des ambiances plutôt informelles et conviviales. Donc, juste un petit rappel, on a un after-work le 11 février, jeudi prochain. On a une 30aine d'alumni de tout secteur. Alors évidemment, il y a du luxe, mais il y a aussi de la finance, du contrôle de gestion, et j'en passe. Des niveaux de seniorité différents, des grosses entreprises, des start-up. Et l'idée vraiment, c'est que vous puissiez échanger, poser les questions que vous n'oseriez pas forcément poser en conférence et pouvoir comprendre le parcours d'anciens et savoir dans quel secteur vous avez envie de vous orienter. Voilà, donc une dernière chose, nous sommes une équipe de permanents, il y a beaucoup de bénévoles qui nous aident. Mais nous sommes une équipe de permanents, nous sommes dans le hall de l'université et nous vous accueillons tous les jours de 8h30 à 19h et vous êtes vraiment les bienvenus. Et donc Dauphine Alumni, c'est vraiment Dauphine pour toute votre vie. Donc, nous allons donc commencer la conférence. Je vous prie d'accueillir très chaleureusement nos speakers qui nous ont fait l'honneur de venir ce soir. Donc, je remercie Dominique Barbieri, Yves Salomon, Emmanuel Guillon et Isabelle Ledoyen. Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Attendre que notre panel s'installe sur ses fauteuils. Voilà, merci. C'est toujours un petit pincement au cœur quand on monte sur cette estrade. J'ai des souvenirs pas toujours très sympas. Ici, c'était plutôt la salle des examens, la salle des tortures. Puis en plus, ce soir, je crois qu'il y a quelques professeurs donc, qui vont s'empresser de nous mettre des mauvaises notes. Donc tout ça est très stressant.
Savoir-faire et faire savoir, par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure lors de ces défilés spectaculaires et merveilleux, en fait, il y a tout un maillage d'entreprises, de sous-traitance, de conquête de parts de marché qui font que aujourd'hui, ce que vous avez vu sur ces écrans est une réalité. Mais cette réalité, il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'était complètement différent. Vous n'aviez pas de boutique, quasiment pas de boutique dans toutes les capitales du monde entier. Vous aviez une clientèle qui était essentiellement 3000 personnes qui étaient des fidèles de la haute couture et qui étaient dans l'entre-soi, et on se transmettait de génération en génération une culture exceptionnelle où on savait ce qu'était un tissu, on savait quelles étaient les coupes, etc. Aujourd'hui, on a une clientèle beaucoup plus vaste, une clientèle aisée, internationale, mondialisée, qui va dans toutes les boutiques. Et le grand challenge d'aujourd'hui, c'est de continuer à faire vivre ce savoir-faire, le faire évoluer, le faire travailler dans le sens d'une mondialisation, mais de garder encore sa spécificité, sa formidable exigence, et de faire en sorte que les talents continuent à s'exprimer, et en particulier en France, puisque c'est plutôt une success story pour notre pays que d'avoir réussi à développer le luxe. Alors, pour exprimer toutes ces facettes, nous avons réuni pour vous un panel assez éclectique, un panel que j'aime bien, parce qu'en fait, on va avoir comme un tableau impressionniste avec différents angles, et ça va pouvoir vous donner une illusion de ce que peut être ce qui se passe derrière, qu'est-ce qu'il y a dans les coulisses de cette industrie du luxe. Et donc, nous avons réuni Isabelle Doyen, qui est le nez de Annick Goutal. Nous avons Yves Salomon, qui est le président de la société Yves Salomon, qui est un fourreur d'exception. Il nous montrera un petit peu les facettes de son métier. Nous avons Emmanuelle Guillon, qui est la directrice de la communication de Louis Vuitton. Et enfin, Dominique Barbieri, qui est le directeur général de Paraffection. Alors Isabelle, je vais commencer par vous. Vous avez donc commencé avec Annick Goutal une collaboration très longue, très fructueuse. Ce qui est assez exceptionnel, c'est que vous avez travaillé avec Annick, et aujourd'hui vous travaillez avec Camille, la fille d'Annick Goutal. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette saga d'une entreprise un peu particulière dans le monde de la parfumerie? Oui, d'abord bonsoir, et puis merci de nous écouter. Je suis un peu impressionnée parce que j'ai l'habitude de donner des cours, mais devant 20 élèves, et un enseignement un peu particulier puisque on va dire que je suis entraîneur olfactif, donc je n'ai pas l'habitude de faire des discours. On a plutôt l'habitude de sentir. Je glisse des petits papiers imprégnés d'odeur sous le nez de mes élèves et je leur demande de parler, ce qui me laisse tout à fait tranquille pour ne pas parler moi-même. Mais en dehors de ça, effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer Annick alors que je venais sortir de l'école de parfumerie de Versailles. J'ai eu la chance de rencontrer cette femme extraordinaire, et à ce moment-là, elle avait monté sa marque depuis 4 petites années. Elle avait appris la parfumerie sur le tas, comme on faisait à l'ancienne, puisqu'au départ, elle était pianiste, donc rien ne la destinait a priori au parfum. Et puis, la vie a voulu qu'elle en arrive à chercher des parfums pour parfumer des crèmes, et elle s'est pris au jeu de faire des formules de parfums. Donc, elle s'est d'abord initiée avec un parfumeur grassois qui lui a montré comment on faisait, qui l'a aidé à monter ses premières formules. Et puis, elle a voulu voler de ses propres ailes. Elle avait commencé par une petite boutique rue de Bellechasse minuscule, à côté des boutiques de ses sœurs qui sont terriblement artistes, et artistes du luxe aussi, puisqu'elles ont créé la marque Bonpoint. Et donc, ses sœurs l'avaient prévenue qu'il y avait une petite boutique qui se libérait tout à côté. Elle a sauté sur l'occasion, elle a installé ses parfums dans cette boutique. Elle a pu le faire en vendant le violoncelle de son mari. Donc, c'est très drôle de savoir que la musique lui a permis de cette façon de s'envoler dans les parfums. Et donc, au sein de cette petite boutique, elle a commencé à vendre 3-4 parfums qu'elle avait mis au point un peu instinctivement.
dont l'eau d'Adrien, qui est maintenant assez connue dans pas mal de pays. Et elle a rencontré dans cette petite boutique un membre de la famille Tétinger qui lui a proposé de s'agrandir. Et donc, je l'ai rencontrée à ce moment-là, au moment où elle était un peu SLF, sans laboratoire fixe. Et j'ai eu la chance de l'accueillir dans mon petit atelier, le temps qu'elle fasse installer son laboratoire rue de Castiglione, sa seconde boutique au premier étage. Et donc, on s'est rencontrés dans mon tout petit lieu de recherche et on a commencé une collaboration extraordinaire. On ne pouvait pas ne pas être fasciné par cette femme qui était d'une beauté incroyable, d'une élégance tout aussi incroyable et surtout d'une gentillesse et d'une générosité, d'une humanité à l'égal de son élégance. De toute façon, je pense que ça va de pair. Et donc très vite, on s'est très bien entendu. On s'est rendu compte qu'on cherchait la même odeur qui a donné finalement un parfum qui s'appelait Ce soir ou jamais, dont elle avait le nom depuis le départ. Et comme ça, on a monté ces parfums toutes les deux à deux narines, comme on fait du quatre mains au piano. Et donc c'était une chance folle pour moi. Et malheureusement, elle avait tout sauf la santé et elle nous a lâchés en 99. Mais j'ai pu continuer avec sa fille qui, elle, venait de la photographie. Et comme sa mère, elle a appris sur le tas en pesant mes formules au départ. Et maintenant, elle pèse les siennes et on continue l'histoire. Entre-temps, la marque a grandi. On a raconté plein d'histoires sous forme de parfums, mais on est passé des mains des Tétinger à des mains américaines et puis maintenant des mains coréennes, mais qui veulent nous développer au niveau de l'international, même si c'est déjà fait, mais continuer de le faire. Donc on est un petit peu dans une phase interrogative parce que tout d'un coup, il faut prendre encore une autre dimension. Même si le grand big boss coréen est très respectueux, très esthète, et donc respecte beaucoup nos façons de faire, quelquefois il nous affole un peu. Mais on continue de faire comme on a toujours fait, c'est-à-dire de rêver, de faire rêver, parce que c'est vrai que le principe de base d'Annick, c'était de faire des choses qui sentent bon. Ça a l'air un peu simple, mais c'est vrai que finalement, c'est la base de notre métier. Et surtout des choses qui fassent rêver à tout point de vue, aussi bien au niveau des produits dans leurs flacons, dans leur présentation, au travers des vitrines, et de faire rêver surtout par l'odeur. Et ça, c'est notre plus grand plaisir, en fait, et qu'on continue à faire. Très bien. Eh bien, écoutez, ce que je suggère, c'est que nous découvrions la réalité de ce travail au travers d'un petit film sur ce qui se passe dans le monde d'Annick Goutal. Nous avons rendez-vous place Saint-Sulpice avec Camille Goutal, la fille de la créatrice. Bonjour Camille, racontez-moi un peu l'histoire de la maison Annick Goutal. La maison Annick Goutal a été créée par ma mère en 1981 et ce qui était très particulier, inhabituel pour l'époque, c'est qu'elle s'est principalement servie de sa vie et de ses émotions pour créer les parfums. Elle m'appelait ma petite chérie et elle a décidé de me dédier ce parfum. Petite chérie, c'est un très joli cadeau. Et ce qui est joli aussi avec ce nom, c'est que mon grand-père l'appelait aussi ma petite chérie. Il est dans la gourmandise, mais la gourmandise légère. Il y a une note fruitée ? Oui, de poire, de pêche, d'herbe coupée. On le sent bien. Et il y a le hit de la maison, je crois, c'est l'eau d'Adrien. L'eau d'Adrien, alors c'est un parfum mixte. C'est inspiré des mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Chaque flacon a une histoire, en fait. C'est un parfum qui, tout en étant dynamique, il est très tendre. Une eau fraîche, hors du temps. Exactement. En général, les gens ont un coup de cœur absolu pour ce parfum. Merci Camille. Merci. Bien. Yves, alors, votre histoire. 3 générations,
Ça démarre en 1910. Expliquez-nous. Allô ? Oui. Le départ, c'est donc l'arrivée de Russie du patriarche Salomon, qui crée son entreprise de fourrure à Paris après avoir vécu un certain temps dans la steppe. Et très vite, il devient un des leaders du négoce des peaux. Il approvisionne les entreprises françaises et étrangères en matières premières. La transmission à son fils se fait assez naturellement. Évidemment, la nouvelle génération a envie de faire autre chose, donc elle développe le sourcing dans des pays nouveaux. Le premier, l'Afrique, où on devient les spécialistes du négoce des peaux tachetées, les léopards en particulier, jusqu'à leur interdiction en 1972. Et enfin, il développe aussi une fourrure beaucoup plus accessible en allant en Chine, en pleine révolution culturelle, et en lançant des lapins de toutes les couleurs destinés aux jeunes créateurs français. Moi, je suis arrivé après, et moi aussi, j'ai voulu apporter et donner mon évolution. Donc, ma vision des choses, c'était plutôt une vision mode. Donc, j'ai lancé le prêt-à-porter par tout à fait un hasard relativement étonnant, puisque j'ai été invité un jour à déjeuner aux Galeries Lafayette par le directeur général, je ne savais pas pourquoi, mais il me dit, voilà, justement, je vous ai invité à déjeuner parce que on souhaiterait lancer une ligne de fourrure Thierry Mugler. Et je lui ai dit, mais écoutez, je suis désolé, mais je ne sais pas fabriquer un manteau de fourrure, on est des négociants en peau. Mais il me dit, mais justement, c'est parfait, c'est juste ce que je voulais. On va vous donner 100 mètres carrés au premier étage des Galeries Lafayette, où se trouve actuellement Louis Vuitton, et on aimerait bien que vous lanciez Thierry Mugler. Et j'ai dit, écoutez, pourquoi pas, mais lançons en même temps alors Yves Salomon, que j'aimerais bien lancer. Et donc, c'est comme ça que l'aventure Yves Salomon a démarré. Dès le départ, la décision que j'avais prise était de s'orienter vers les créateurs et vers la création et vers la mode, d'une part, et vers l'international de l'autre. Donc l'idée, c'était de dépoussiérer la fourrure, d'avoir une fourrure mode, et donc de collaborer avec des grandes maisons. Donc il y a eu d'abord évidemment Thierry Mugler, ensuite il y a eu Nina Ricci, après il y a eu Jean-Paul Gaultier, qui était un grand virage pour nous, puisque il nous a demandé de réaliser son premier défilé haute couture, et c'était l'occasion pour nous de lancer dans notre entreprise un secteur recherche et développement qui existe toujours aujourd'hui, dans lequel de jeunes étudiants et stagiaires et après des collaborateurs viennent faire de la recherche sur la fourrure et viennent inventer de nouvelles techniques, et c'est une partie de l'aventure. Enfin, maintenant, donc la priorité est devenue le lancement ou plutôt l'existence de la création d'une marque Yves Salomon au niveau international, et l'arrivée de mon fils Thomas, 4e génération, lui a marqué un virage vers la distribution. Nous avons commencé à ouvrir des points de vente. Actuellement, nous en avons 9 en propre. À Paris, en l'occurrence, à Moscou, à New York, à Aspen dans le Colorado et dans d'autres villes américaines, plutôt dans d'autres villes françaises. Et enfin, nous avons ouvert un certain nombre de corners aussi pour pouvoir continuer à développer notre marque, exprimer notre culture et notre vision de la mode. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour les créateurs poussent votre porte plutôt que celle d'un de vos confrères? Écoutez, je crois que c'est assez simple, puisque la culture de l'entreprise, c'est la création et l'orientation vers la mode. La fourrure, c'est un produit qui est particulièrement ingrat, il est difficile à travailler, il est extrêmement technique. Et je crois qu'on est parmi les seuls, pas les seuls, mais parmi les seuls à avoir un outil qui est vraiment orienté vers la recherche et qui nous permet de fournir aux créateurs et aussi aux créateurs de nos marques propres la possibilité d'exprimer une nouvelle manière de travailler la fourrure. Donc il y a eu pas mal de techniques inventées, notamment la fourrure stretch, la fourrure tricotée, comme on a vu dans le film précédent que vous avez présenté sur Annie Goutal, et d'autres techniques, des mélanges
de fourrure avec la maille, de fourrure avec des peaux exotiques comme du crocodile, ou des fourrures ou du cuir avec de la fourrure, enfin, ou simplement du cuir avec d'autres matières. Maintenant, la création s'est étendue à pas mal de produits, et c'est ça qui fait la particularité de notre entreprise. Merci. Emmanuel ? Alors, je peux pas m'empêcher d'évoquer votre passé à Dauphine. Oui. Vous êtes diplômé de Dauphine. Pardon ? Vous êtes diplômé de Dauphine. Oui, je pourrais même pas vous dire l'année, mais il vaut mieux pas d'ailleurs. Mais... oui, effectivement. Alors comment ? Depuis tout à l'heure, j'essaie de me souvenir, dans cette amphi, qu'est-ce que j'ai bien pu faire ? Il me semble avoir passé des partiels de microéconomie dans cette salle, mais elle ressemblait pas vraiment à ça. Alors comment devient-on directrice de la communication de Louis Vuitton en ayant un diplôme de Dauphine en poche ? C'est quand même un long parcours, hein, parce qu'il s'est passé quelques années entre les deux. Je pense que déjà, j'ai envie de dire, un parcours, c'est toujours unique, et comme c'est plein d'accidents et de rencontres, il n'y a certainement pas de règles. Moi, j'ai commencé par faire de la publicité dans des agences généralistes au départ, donc j'étais pas dédiée spécialement au luxe. Je suis tombée sur le luxe un peu par accident. Je m'occupais du new business dans une grande agence de communication, et j'ai été exposée à, je crois, un pitch sur Cartier. Et j'ai découvert en fait que ça m'intéressait beaucoup, que le langage du luxe, c'était quelque chose qui me plaisait, que c'était un environnement que je trouvais intéressant, qui mariait à la fois de la conviction, mais en même temps du rêve, avec un langage qui est très particulier et qui n'est pas le même langage que le langage d'autres univers, avec le langage des émotions, comme vous disiez, Isabelle. Et voilà, j'ai eu envie, je m'y sentais à l'aise, j'ai eu envie d'explorer. Et en plus, j'aimais bien l'idée d'être un peu plus expert dans un environnement. Puis de fil en aiguille, je me suis spécialisée dans la communication, dans les marques de luxe. Et puis voilà, et un jour, ils sont venus me chercher. Alors, je sais pas, c'est coup de chance. Et alors, un département communication dans une maison comme Louis Vuitton, si on doit décrire un petit peu l'organisation, ses caractéristiques particulières. Chaotique. Non, c'est très... blague à part, d'abord, c'est des grosses organisations. Alors, nous, on est une très grosse entreprise, donc par définition, du coup, ça représente beaucoup de gens. Au sein de la communication, il y a beaucoup de disciplines et d'activités. C'est-à-dire qu'on fait... alors, moi, je ne m'occupe pas de toute la communication. Je m'occupe de la pub, du digital, des éditions. Donc, le magazine là, que je vous ai déposé, c'est un truc qui fait partie des choses qu'on fabrique, dans lequel il y a pas mal de sujets de savoir-faire, donc je me disais que ça vous intéresserait. Mais il y a aussi les vitrines, le patrimoine, donc il y a énormément de disciplines de communication. La presse, évidemment, toute l'organisation des défilés, donc, qui chez nous s'appelle les events, mais qui dans pas mal de maisons de luxe ça se nomme de la même façon. Et donc selon la taille des maisons, il y a plus ou moins de gens. Donc moi, rien que dans mes équipes, il y a 50 personnes, et le total des équipes, ou 60 peut-être même, et le total des équipes de communication, ça doit être 120 ou 140. Oui, parce que vous m'avez dit qu'en fait, vous avez, comme beaucoup d'ailleurs de maisons de luxe, internalisé beaucoup de métiers de la communication. Alors oui, la maison Chanel, enfin je vous montre, pas complètement la maison Chanel, mais attendons qu'on vous présentiez. Le fait déjà depuis des années, il y a beaucoup de maisons de luxe qui ont déjà intégré leur développement créatif tout azimut en interne. Nous, on a internalisé une partie et on continue de réaliser une partie à l'extérieur. Mais il y a un tel volume, et je crois que le monde, on en parlait tout à l'heure avec Isabelle, s'accélère dans sa gourmandise, son appétit d'images, de produits, de stimulation en tout genre. Et donc, il y a un devoir de réactivité et de souplesse qui est plus facile quelque part à organiser en interne, parce que les rythmes sont voilà. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est la culture d'entreprise, la culture de maison. Et c'est vrai que dans le monde du luxe, la culture d'un ADN est particulièrement importante. C'est une culture aussi esthétique, artistique, et c'est pas toujours évident de la transmettre à l'extérieur, d'autant qu'elle bouge beaucoup et vite. Voilà. Bien, merci. Dominique Barbieri, par affection. Par affection. Étrange mot, par affection. Vous faites beaucoup de choses par affection ?
On fait effectivement beaucoup de choses. Donc je précise effectivement que c'est une filiale de Chanel, mais ça n'est pas Chanel. Donc le film qui a eu tout à l'heure démontrait un certain nombre de savoir-faire, mais le film précédent, Vuitton, il y avait aussi certains savoir-faire de Paraffection sur ce film. Donc on tient beaucoup à cette capacité à travailler pour tous. Donc voilà, Paraffection, déjà, le mot a une signification, ça a été le choix, c'est Paraffection, c'est-à-dire que le but de cette structure est de protéger des savoir-faire. Donc on le fait par affection, puisque la plupart, soit allaient disparaître parce qu'il n'y avait pas de descendants, soit c'était des sociétés qui n'arrivaient pas à se développer. Donc ça a commencé il y a 31 ans, en 1985, donc je pense, sans critiquer la personne qui l'a fait, je pense que c'était certainement une intuition, mais en tout cas la première qui est des rues, ne devait pas être tout à fait en se disant je vais sauvegarder les savoir-faire, c'était un geste par affection. Donc c'est quoi des rues alors? Des rues, au départ c'était une toute petite société du centre de Paris, donc qui fabriquait des bijoux et de la gravure, puisque en vérité c'est la fusion de deux sociétés, des rues et Grave. Et aujourd'hui c'est un site de 230, 240 personnes qui fabriquent beaucoup de boutons et beaucoup de pièces de bijoux fantaisie. Puis ensuite, il y a eu un petit trou puisqu'il est arrivé le marié, le plumassier, Michel Chapelier. Et en 2002, finalement, la filiale Paraffection a été créée parce que ces métiers, finalement, avaient souvent des problématiques de petites structures. Donc, il a fallu créer une petite structure qui les aidait et qui accompagnait, leur permettant, eux, de rester sur l'aspect créatif et développement de collection et de production. Et cette filiale Paraffection que j'ai dirigée, ainsi qu'une autre personne qui est dans la salle précédemment aussi, s'occupait du reste, c'est-à-dire tous les inconvénients d'une petite structure qu'Yves Salomon connaît, les problèmes juridiques, les problèmes de ressources humaines, les problèmes, voilà. Donc eux se concentraient. Puis après on a continué, donc le Sage, que tout le monde je pense connaît, Guillet, qui est aussi un fabricant de fleurs, Montex, un autre brodeur. Donc on a plusieurs bonheurs. Cause, le gantier de Millau, donc un savoir-faire aussi qui se perd en France. Et le dernier, qui est le plus drôle, c'est une société de 3 personnes qui fait du plissage, donc qui a été rachetée en 2013. Voilà, 31 ans. Et la philosophie de Paraffection reste la même depuis les origines, ou en tout cas depuis 2002? Alors non, ça n'a fait qu'évoluer bien sûr, et c'est vrai que ces derniers temps, je pense qu'on a réussi, alors les savoir-faire, le thème de votre conférence est intéressant, parce que c'est vrai que les savoir-faire sont revenus sur le devant de la scène, et toutes ces sociétés sont passées finalement de petites structures qu'on accompagnait, à maintenant la plupart sont des structures où il y a un directeur général qui est un vrai entrepreneur. Souvent, dans tous les cas, même on a associé un directeur de création, c'est-à-dire qu'on a remis des choses qui finalement, quand la structure de Le Sage existait, de Monsieur Le Sage, on avait déjà cette dynamique, bon, qui s'était un peu perdue, c'est vrai. Et aujourd'hui, Paraffection est plus une structure qui aide, qui accompagne, qui conseille, mais qui ne fait plus à la place d'eux. C'est-à-dire qu'on a des structures qui aujourd'hui, en plus, ont beaucoup grossi, travaille pour tout le monde, pour toutes les structures, donc pas que Chanel, on se bat pour ça. Et voilà, donc les évolutions, c'est ça. Et est-ce que cette démarche, vous êtes un peu les seuls à l'avoir, ou d'autres confrères ou d'autres institutions protéger des savoir-faire, sûrement que d'autres structures le font, et j'allais dire dans la mode et de manière aussi large, c'est vrai que on a surtout des savoir-faire mode, c'est-à-dire qu'il y a d'autres savoir-faire dans la maroquinerie, dans la fourrure et mode, bien sûr. Alors la maroquinerie peut l'être aussi, mais on met ça, nous, dans la catégorie accessoires. Ce qu'on a cherché, nous, à faire là, c'est vraiment protéger le marié, par exemple, le plumassier. On peut dire qu'il en reste vraiment plus qu'un ou deux en France. Alors on veut vexer personne, et c'est pas l'idée d'avoir le dernier ou d'être les seuls. Au contraire, plus il y en a, plus on est content. Mais c'est vrai qu'on est sûrement les seuls à avoir une structure aussi et un nombre de savoir-faire dans la mode aussi large. Merci. Isabelle, donc on a fait l'historique de cette maison de parfum. À l'époque, il y avait peut-être en Angleterre des Penhaligon's, des Joe Trumper, des spécialistes de la parfumerie, mais c'est vrai qu'en France, des purs players de la parfumerie, il y avait guère que justement Guerlain, l'artisan parfumeur, et vous. Vous ne vous sentiez pas un peu seul à l'époque? Alors je pense que ça ne dérangeait pas du tout Annick d'être la seule, elle ne s'est pas du tout posé la question, elle avait envie de faire ça et elle l'a fait.
Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le schéma général de la parfumerie était un peu uniforme, c'est-à-dire que, à part Guerlain, qui était vraiment uniquement parfumeur, l'artisan parfumeur qui commençait aussi, et Annick, tout le reste du paysage de la parfumerie consistait à avoir des marques, des maisons de couture qui faisaient appel à des grosses sociétés de création de parfums pour mettre en place un parfum pour la marque, excepté dans un système un peu différent. Chanel, qui a toujours eu son parfumeur interne, mais c'était à peu près les seuls schémas un peu différents. Sinon, les Saint-Laurent, toutes ces marques faisaient appel à des grosses sociétés équipées d'équipes de parfumeurs. Et Annick débarquait là-dedans, toute petite, et avec ses idées, son instinct et son perfectionnisme. Alors, dans votre métier, l'un des savoir-faire importants, c'est la sélection et le sourcing des matières premières. Comment les choses ont évolué depuis 10 ans sur le marché des matières premières de la parfumerie? Alors, nous, on a la chance de pouvoir utiliser ce qu'on veut comme matière première naturelle. On n'utilise pas que des naturels, parce que sinon on ne ferait que des petites eaux de Cologne ou des eaux florales comme au XVIIIe siècle. Donc on est bien content de pouvoir disposer de belles molécules issues de la chimie, parce qu'il y en a de très belles et de très chères, mais qui permettent de faire des choses merveilleuses. Si on n'avait pas la chimie, on ne pourrait pas faire de muguet ou de lilas ou toutes sortes de fleurs qui ne résistent pas au traitement d'extraction. Et alors c'est vrai que la panoplie des naturels, elle finit par être un peu limitée. On a beaucoup exploré tout ce qui était odorant, tout ce qu'on pouvait extraire. Après, on a la chance d'avoir quand même aussi des chimistes qui s'intéressent à des nouvelles formes d'extraction de naturels. Par exemple, il y a une technique, moi, qui me fait rêver, qui s'appelle le headspace, c'est-à-dire qu'ils vont sur place, dans tous les coins de la planète, avec un petit équipement. Et par exemple, une fleur endémique au fin fond de la Calédonie, ils vont capturer son effluve, alors qu'elle est encore vivante et sur pied. Ils vont embarquer cet effluve par un petit système un peu secret. Et dans les grands laboratoires de par ici, ils vont étudier la composition de l'effluve de cette fleur et essayer de se rapprocher au maximum de ce qu'ils ont eu comme analyse. Et donc ça donne des possibilités nouvelles. Alors ça peut être à base de naturel, avec des molécules de synthèse aussi, mais on a comme ça souvent des avancées au niveau des matières dont on peut disposer et qui sont incroyables. Alors vous m'avez raconté des choses très intéressantes pour le béotien que je suis. En fait, il y a des effets secondaires de conflits mondiaux, de difficultés politiques dans certains pays qui font que d'un seul coup, certaines matières premières deviennent difficiles à sourcer. Et oui, on ne se rend pas compte, mais par exemple, une matière première incroyable qui s'appelle le galbanum, dont on tire une essence, est originaire majoritairement d'Iran. Et quand il y a eu la révolution en 79, l'approvisionnement en galbanum est devenu difficile. Donc les très beaux parfums qui en contenaient ont dû se débrouiller ou passer par la Turquie pour essayer d'obtenir cet ingrédient. Et donc l'approvisionnement devenait difficile. Maintenant, ça s'est arrangé, ça va encore plus s'arranger, on l'espère. Ou aussi d'autres formes d'inconvénients géopolitiques ou juste climatiques
Un très bel ingrédient qui s'appelait la cascarie était disponible jusque dans les années 70. Et puis, c'était un petit arbuste qui vivait surtout du côté des Caraïbes, et notamment dans les Bahamas. Et un cyclone a dévasté les endroits où poussait ce petit arbre. Et du coup, on ne pouvait plus disposer de l'essence de cascarille. Donc malheureusement, là, on n'a pas remplacé cet ingrédient et il a été oublié. Et maintenant, on en trouve un petit peu, mais plus assez pour le réutiliser. Donc il y a comme ça des choses qui disparaissent pour des raisons X ou Y. Très bien. Yves, alors parmi tous les enjeux, les difficultés de votre activité, est-ce qu'on retrouve ce type d'aventure ou dans le sourcing de vos fourrures? Non, je dirais pas trop, puisque les fourrures proviennent essentiellement d'élevage, et les élevages se trouvent actuellement principalement en Europe. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de problème de sourcing. Il y a pu y avoir quelques problèmes, mais le seul vrai problème qu'il y a eu, mais c'était plutôt un bon problème, c'est quand on a décidé d'interdire certaines espèces pour les protéger, démarche que nous avons à l'époque soutenue évidemment, et donc ça c'était des problèmes positifs. Mais le reste, non, je dirais que l'élevage a tendance à bien fonctionner, voilà. Alors, un de vos principaux chevaux de bataille, c'est de travailler sur votre savoir-faire historique et également d'intégrer l'innovation, de faire avancer les choses. Comment ça se passe dans votre entreprise? Si vous voulez, on a deux grands départements dans l'entreprise. On a un secteur marque propre et on a un secteur sous-traitance où on travaille pour les grandes marques. Le fait de travailler pour les grandes marques nous oblige à constamment se remettre en question, à constamment inventer, réinventer, trouver des nouvelles techniques et proposer aux stylistes et aux grandes maisons des nouveautés, et notamment de la création dans le domaine de la technique du travail de la fourrure, puisque ce qui est intéressant, c'est que c'est une matière qui se travaille en trois dimensions et non pas à plat, et donc les possibilités sont vraiment illimitées. Et donc notre passion, c'est justement de collaborer avec ces grandes maisons, de développer ces techniques. Nous faisons, et bien sûr, le travail en amont, et bien sûr, la marque Yves Salomon est la principale utilisatrice aussi de ces techniques. Alors, en introduction, je parlais de l'expansion du marché du luxe et de sa mondialisation, donc des volumes de plus en plus, une demande qui a considérablement augmenté. Comment faites-vous face à cette augmentation de la demande dans votre entreprise? C'est justement complexe. Les ateliers qui ont un savoir-faire évolué sont de plus en plus rares. Et donc, nous avons décidé, ou j'ai décidé une quinzaine d'années, de recréer en interne une filière de formation et de recruter de jeunes étudiants en provenance d'écoles de mode principalement, et de les former, et éventuellement de les garder et de créer des nouvelles équipes. Je tiens à préciser que la moyenne d'âge en entreprise actuellement est de 30 ans, ce qui surprend beaucoup, mais tous nos visiteurs. Mais c'est une fierté justement de travailler avec des jeunes et de bénéficier et d'échanger avec eux, de bénéficier de leur énergie et de leur créativité, mais aussi d'avoir des techniciens confirmés qui peuvent échanger avec eux et les faire avancer. Et enfin, l'accélération du nombre de collections, de la créativité débordante de nos grands designers, comment vous y faites face? Écoutez, je trouve que c'est justement passionnant d'associer trois facteurs. Le premier, bien sûr, c'est l'écoute. Le deuxième, c'est la souplesse. Et le troisième, c'est la créativité. Donc, on met ça ensemble et on y arrive. Voilà. Emmanuel ? Donc, Louis Vuitton est une maison que l'on ne va pas présenter, qui a été créée donc, au XIXe siècle par un artisan ébéniste.
Comment, aujourd'hui, cette maison est-elle passée de la malle à la mode ? Alors, juste rectification, parce que je pense que si quelqu'un de la maison entendait, on n'est pas passé de la malle à la mode. On a intégré la mode dans nos savoir-faire. Donc, on continue toujours d'abord de faire... On continue de faire des malles. Certes. C'est-à-dire que dans notre maison de famille à Asnières, on fabrique toujours des malles sur commande spéciale, comme tout à fait à l'origine, puisque une des premières clientes de Louis Vuitton, quand il a ouvert sa maison maltière à Paris, c'était la princesse Eugénie qui lui commandait pour ses robes, etc., des malles. Donc on continue de faire des malles et on a toujours aujourd'hui des gens qui ont la chance de pouvoir se commander des malles faites sur mesure en fonction de leurs désirs ou de leurs besoins. Alors après, effectivement, on a intégré un certain nombre de métiers différents. Alors, je pense que, en fait, c'est une maison qui a toujours, c'est une maison de sociologie. C'est une maison qui a toujours vécu en s'adaptant à son époque et qui a fait évoluer ses savoir-faire et qui a adapté de nouveaux savoir-faire autour de ses savoir-faire ancestraux à partir de ce qui se passait dans la société. Donc, c'est vrai que le voyage a un tantinet changé entre 1854 et aujourd'hui, et les modes de vie ont changé. Donc c'est alors notamment les sacs à main. Le sac à main, c'est pas du tout. Il n'y a pas d'ailleurs une date vraiment officielle si vous cherchez la création du sac à main. Toutes les maisons revendiquent d'avoir inventé le sac à main, nous y compris. Mais c'est apparu assez tardivement. C'est apparu, par exemple, avec l'autonomie financière des femmes, le développement du maquillage, le besoin de pouvoir avoir quelque chose, sachant que les poches, c'était pas forcément le truc le plus élégant au début du siècle. Donc voilà, donc historiquement en fait, la maison et les commandes spéciales à l'origine, elles étaient vraiment dans une philosophie de pouvoir accompagner les clients et donc et ça existe toujours aujourd'hui. Patrick Louis Vuitton, donc qui est un héritier de la famille Louis Vuitton, dirige les commandes spéciales à Asnières. Et quand vous voulez vous faire si vous avez la chance de pouvoir vous offrir cette commande spéciale, vous rencontrez Patrick et vous travaillez comme avec un ingénieur sur un projet. Voilà, j'ai envie d'emmener mon skateboard et qu'il soit incroyablement protégé contre ci, ça, etc. Et puis on invente l'objet qui va avec. Donc c'est vraiment un travail de collaboration très artisanal dans la pure tradition. Après, effectivement, ces savoir-faire-là doivent irriguer et inspirer des sacs à main, des ceintures, d'autres métiers. En intégrant de nouveaux savoir-faire. Donc, par exemple, là, Nicolas Ghesquière, qui est donc notre designer de la femme chez Louis Vuitton, il y a 3 ans, a réinventé la malle, le format miniaturisé de la malle, et tout en faisant en sorte que les savoir-faire ancestraux qui étaient contenus dans les règles de l'art, de l'artisanat de la malle soient préservés. Donc, c'est un défi artisan, industriel, de le fabriquer en miniaturisation. C'est un défi évidemment économique aussi, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens sur un petit sac à main que sur une très belle malle. Et voilà, donc cette maison, en fait, c'est ce que je trouve intéressant dans la problématique savoir-faire, c'est qu'elle est à la fois, mais c'est aussi ce que vous racontez chez vous, donc finalement je m'aperçois que c'est très banal, mais c'est à la fois la préservation de savoir-faire, on va dire ancestraux, parce que 1854 c'est pas tout à fait hier, et en même temps la transformation avec de l'innovation, avec une créativité, avec ce que la société réclame aussi, parce que aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui voyager, ça peut pas être lourd. Donc à l'origine, la légende interne dit que une malle, c'est même je crois écrit dans les tablettes. Une malle ne devait pas être plus lourde que pour pouvoir être portée par 2 personnes. Ma phrase n'est pas très française, mais je pense que vous avez compris. Bon, aujourd'hui, ça paraît absurde. Personne voyage avec 2 personnes pour porter ses malles, donc à peu près personne. Et donc aujourd'hui, la légèreté, c'est vraiment d'autres critères. C'est d'autres matériaux et c'est d'autres façons de travailler. Voilà, donc tout ça doit évoluer. Et c'est vrai que la maison est toujours dans cette volonté de croiser passé, présent et futur et d'essayer de s'inspirer des choses du passé, de transmettre des savoir-faire. On a une école du savoir-faire, justement, où nos artisans, on essaye de faire en sorte que tout ça ne s'oublie pas et qu'il y a un dialogue avec des générations d'ingénieurs ou de créateurs qui sont plus jeunes
et qui doivent pouvoir bénéficier et aussi irriguer d'ailleurs les artisans. C'est assez étonnant parce que le dialogue, il est dans les deux sens. Très bien. En tout cas, vous nous avez confié un très joli film qui, je trouve, résume parfaitement le faire savoir, la logique de Louis Vuitton. Et en 1 minute et demie, je crois que tout est dit. Alors, je crois qu'il est en anglais, mais il est tout à fait le reflet du thème de cette soirée, c'est-à-dire les savoir-faire et les faire savoir. On va montrer ça tout de suite. Le film de Vuitton. Louis Vuitton was just 14 when he left the Jura on a journey to Paris, where he learned to master carpentry. Carpentry, which he used to engineer crinoline petticoats. For Empress Eugenie, Louis became a man of note. Noted by the world of fashion, his fame was gracious and still dominates fashion today. Always creative, always audacious. Audacious, synonymous with his name, where art and craftsmanship soon became, from Capucine to Agnières, sources of innovation beyond compare. Comparing his customers' needs, his intuition of an age of greater travel than any before. He invented the flat trunk, the first modern luggage, the famous S-lock, an unpickable thief block, the mini trunk, and so much more. More cases, accessories, and custom luggage, visionary in all types of voyage. Savognin de Brazza's camp bed trunk for explorers caused a sensation amongst the influencers. Influencing the 30s as women found a voice, Louis Vuitton's new keep-all gave them a choice of purses to carry that are now fashion icons. Iconic is the monogram LV, standing for true artistry. Art nourished by travel, then further enhanced by Sprouse Murakami evolving in a dance. Dance of creative genius soaring onward and up, like the wind-blown sails of the America's Cup. Cup sails that echo the avant-garde lines of the foundation, a symbol that defines the courage beloved of Louis Vuitton. Alors, une histoire sans fin, un résumé parfait. Oui, parce que c'est justement, le film essaye de construire. Il y a un petit problème de son, il est très bavard, donc il faut être très attentif pour comprendre toute l'histoire. Mais il raconte effectivement, comme à chaque fois, une chose en amène une autre. C'est vraiment le principe du marabout de ficelle. Je voulais juste rajouter une chose qui me paraît intéressante, puisqu'on finit sur la fondation dans le film. Ce que je trouve aussi intéressant, puisque je vous écoute sur la fourrure, sur le parfum, et quand on a fait la première soirée à l'ouverture de la fondation, je me souviens que M. Arnaud expliquait que la fondation, dans ses discussions avec Franck Guéry, qui est l'architecte de la fondation, ce qu'il trouvait intéressant dans la traduction en fait de choses que nous on fait au quotidien en fabriquant des produits dans nos métiers, c'était finalement d'être capable de rendre réel à partir de techniques un rêve avec cette chose qui finalement est assez folle dans ses proportions et en même temps suppose d'une certaine façon, cette fondation, je ne sais pas qui est déjà allé dedans, j'imagine beaucoup d'entre vous. J'espère. À l'extérieur, elle est un peu folle, elle est un peu émotionnelle, elle est un peu. Et puis finalement, derrière, évidemment, pour que tout ça tienne debout, résiste aux intempéries, c'est beaucoup de savoir-faire, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de technique. Voilà. Et donc c'est ce mélange d'audace et de technique réunis. Et donc je pense que c'est ce qu'on retrouve, j'imagine, dans chacun de vos métiers et dans chacun des métiers qu'on représente. Merci beaucoup. Alors, Dominique. C'est parce qu'il y a un fourreur qu'il y a un vent glacial comme ça qui souffle sur la scène. Si on pouvait baisser un peu la clim sur la scène. Je pense qu'Yves a dû régler le chauffage et il doit avoir amené quelques échantillons parce que c'est glacial. Et moi, si je m'enrhume, c'est terrible. Je sais, je vois. Et j'ai une doudoune. Il a une doudoune, effectivement. Nous disions, en préparant cette conférence, que par certains côtés, notre secteur du luxe était un petit peu schizophrénique. C'est-à-dire qu'on avait de très très belles marques, très puissantes, qui communiquaient mondialement. Et que finalement, sur certains secteurs d'activité, sur certains savoir-faire, en fait, on était assez fragile, que finalement, tout cela, c'était un peu des géants ou au pied d'argile. Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus, nous donner votre vision, votre sentiment ? Oui.
Dans le luxe, effectivement, je pense que dans la mode de luxe, c'est sûr que, puisqu'on parle beaucoup de luxe, mais il y a du luxe dans différents métiers, on le voit là, c'est vrai que la mode a à un moment perdu un certain nombre de ses savoir-faire, ou en tout cas en a laissé perdre. Et c'est vrai que leur protection était essentielle, et on voit effectivement aujourd'hui un regain tout à fait plaisant. Et j'entendais Yves parler des gens qui ont 30 ans. Si vous venez soit à Pantin, soit à Aubervilliers, qui sont les deux lieux maintenant où on a ces maisons d'art, c'est vrai que les ateliers sont remplis de jeunes gens et jeunes filles. Et voilà, je pense qu'effectivement, il y a eu un moment dans la mode, peut-être le volume, peut-être le fast fashion a un peu prôné une sorte de simplicité. Et je pense que les sociétés qui ont continué de défendre la haute couture, donc je pense que tous ces savoir-faire sont aussi très liés à cette haute couture qui est très française, qu'il faut, je pense, protéger, parce que c'est quand même une vraie trait de marque qui fait la différence avec les autres pays. Et sans ces petits savoir-faire et ce réseau vivace de savoir-faire, c'est vrai que la haute couture aura bien du mal à garder cette différence. Donc oui, il y a un peu de fragilité, mais je trouve qu'il y a beaucoup de raisons de s'enthousiasmer aujourd'hui, parce que les gens qui s'intéressent à ces métiers, les sociétés en ont besoin. Toutes ces grandes marques ont besoin de cette histoire d'héritage et ont besoin de donner du sens à leurs produits. Oui, mais néanmoins, il y a un certain nombre de temps incompressible pour faire une pièce. Pas comme les coiffeurs qui, depuis 5 siècles, mettent le même temps pour vous faire une coupe, mais il y a un moment donné où vous êtes limité physiquement, les gestes ne peuvent pas être compressés, entre guillemets. Non, mais il faut plus de monde pour faire le même temps. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, des objets comme des manteaux de fourrure ou des pièces brodées prennent 500, 1000 heures. Ben voilà, il faut le nombre de personnes fois le nombre de produits fois le nombre d'heures. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mécanisation de ces métiers, il n'y a pas de simplification, donc il y a cette expertise. Je pense que Yves n'a pas voulu le dire tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est le plus gros problème, ce sont les périodes de collection, puisqu'elles sont marquées, donc 6 fois par an, ou pour certaines marques, il y a une période, c'est quelques semaines, et c'est là où toutes les marques, en tout cas pour les sociétés que je représente ou celles comme Yves, toutes les marques veulent tout au même moment. Donc je pense que c'est moins ce temps de fabrication que cette activité de conception et cette nécessité de garder tous ces savoir-faire en France, parce que c'est aussi un des avantages, c'est que vous pouvez difficilement en 2 semaines, quand les créateurs de Vuitton, de Dior, de Chanel et d'autres veulent quelque chose la veille du défilé. Donc cette proximité a été aussi un vrai atout pour la reconstruction de ces métiers. Merci. Isabelle, alors la pression commerciale, on en parlait à l'instant, elle se fait sentir aujourd'hui dans votre société. Alors, comme nous sommes devant un public assez averti de marketeurs, vous m'avez parlé des briefs. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ? Alors, le brief, c'est quelque chose qu'on a ignoré jusqu'à présent. On entendait parler de ça de loin, mais c'était totalement martien pour nous, puisque quand on sort un parfum chez Goutal, en fait, on nous laisse libre de faire ce qu'on veut, ou à peu près, avec juste le deal que on sorte pas tous les ans un truc invendable, mais on se met d'accord avec la direction de Goutal. En gros, jusqu'à présent, on a fait un truc invendable tous les 4 trucs, disons. Et il y en a qui continuent de se vendre, hein. Il y en a qui ont disparu. Ah oui, on le sait, on les prévient, on leur dit celui-là, ce sera sur le bord du comptoir, et puis non, vous ne ferez pas l'année avec ça. Mais du coup, à côté, on sait aussi qu'il faut que tout le monde vive, nous y compris, donc on fait des choses un peu plus... qui pourraient concerner plus de monde. Toujours est-il que, quoi qu'il arrive, on part toujours de notre idée, de notre rêve qu'on va mettre dans le flacon. Alors, on essaie que ça prenne pas trop de temps. Tout à l'heure, je parlais de Ce soir ou jamais avec Annie, qu'on a mis 10 ans à le faire, mais c'était un peu particulier. C'était l'œuvre à réaliser. Entre-temps, on en a fait d'autres,
Mais ça, c'était notre obsession. Et donc, ça a nécessité ce temps-là. Et si elle était là, on continuerait de travailler dessus de toute façon. Mais toujours est-il que, voilà, le brief, quand on entendait parler de brief, on ne savait même pas ce que c'était, de cible. Alors là, encore moins. Puisque, voilà, Annick, elle a imaginé Petite Chérie pour la petite Camille. On a fait Mandragore. On a appelé Mandragore comme ça parce qu'on regardait, nos enfants regardaient Harry Potter avec la leçon sur les mandragores et on s'est dit tiens, on va faire un parfum qui aurait l'odeur de ce mot-là. Et puis après, on lâche le truc et ceux à qui ça plaît l'achètent. Donc, hommes, femmes, petits, grands, on a la chance que, en général, je pense que comme on y met tellement de cœur, ça marche, sauf les trucs un peu bizarroïdes qu'on s'accorde de temps en temps. Mais, et là, donc, avec ce développement, les Coréens, donc ils nous ont mis un directeur général qui tout d'un coup a débarqué en disant bon alors le brief, la cible, et tout le monde l'a regardé comme ça en disant mais de quoi nous parle-t-il? Et il nous a dit mais vous ne faites pas de brief, vous n'avez pas de cible. On l'a regardé, ben on dit ben non. Ah. Donc là il y a une mise au point philosophique à faire, je crois. Donc, ça ne nous empêche pas de continuer à faire comme on a toujours fait. On espère qu'on va pouvoir le convaincre et continuer comme ça, parce que pour nous, c'est le luxe, ça, d'avoir un rêve, de le transmettre tel qu'on l'imagine, sans être contraint, bordé, limité, parce qu'il faut faire rêver. Donc, on sait le faire comme ça et pas autrement. Yves, alors, est-ce que vous, dans votre métier, vous voyez arriver des créateurs avec un brief entre les mains? Comment ça se passe? Écoutez, malheureusement, non. Donc, on aimerait bien savoir de temps en temps où on va. Bon, je crois que le brief... je dirais que sur la marque Yves Salomon, on essaye d'être un peu plus rationnel, donc on fait des briefs, effectivement, on essaye de comprendre les besoins du marché et on essaye d'échanger. On a la chance d'être une PME, donc dans une PME, les échanges sont informels et vont vite, et donc on échange et on crée nos collections en équipe et avec bien sûr des équipes de style dédiées, et des créateurs dédiés, mais on a quand même une analyse assez fine du marché. Les créateurs, eux, bien sûr, on les accueille avec leurs idées et leur fantaisie, et c'est ça aussi qui est excitant, où on a deux approches totalement opposées. Voilà. Vous nourrissez cet apport de ces créateurs extérieurs, leurs demandes, vous nourrissez également en interne sur vos réflexions, sur vos bien sûr, parce que quelquefois les demandes sont un peu, je dirais, exceptionnelles, pour utiliser un mot positif, pour ne pas dire impossible. Mais je dirais que, là, par exemple, Jean-Paul Gaultier, quand il avait son premier défilé, il m'a dit, vous allez me faire une fourrure stretch. Alors je lui dis, écoutez, la fourrure par nature, ça ne l'est pas, c'est un peu raide et tout. Mais il me dit, justement, si je m'adresse à vous, c'est parce que j'ai envie de quelque chose de stretch. Donc je lui dis, on va se mettre au travail, il n'y a pas de problème. Il me dit, écoutez, oui, mettez-vous au travail parce qu'il me pose ça pendant 2 jours. Voilà. Donc je crois que mes équipes comprennent assez bien ce type de remarques que nous avons. Et donc on a essayé d'inventer ça, ou quand une autre marque assez connue nous a dit l'année dernière, il faut inventer une fourrure qui ressemble à un jean. On a cherché et finalement on a trouvé par des systèmes d'impression, de rasage et de découpe, on a vraiment quasiment réussi à recréer un jean en fourrure, mais avec tous les aspects de délavage, d'usure, etc. Enfin, c'était un travail incroyable et on avait 8 jours pour y arriver. Voilà. Donc ça c'est amusant. Voilà.
c'est stressant. Emmanuel, vous m'avez dit que l'un des enjeux des savoir-faire, c'est que c'était totalement essentiel, mais que ça pouvait être très vite ennuyeux et poussiéreux. Alors, comment gérer ce paradoxe? Non, mais parce que, alors moi je parle de ma chapelle de communication. Bien Le sûr. savoir-faire n'est pas ennuyeux, mais le savoir-faire peut être très ennuyeux à raconter. Voilà. Et en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que, donc toujours de ma chapelle de communication, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que les gens sont très, très friands et ont beaucoup d'appétit pour découvrir. D'ailleurs, vous voyez, les histoires que vous racontez, je suis sûre, passionnent les gens. C'est toujours intéressant. Bon, d'abord, c'est quand même l'essence du luxe. Et effectivement, à un moment donné, c'est intéressant de comprendre les rêves, les émotions et aussi l'expertise fine qui rend possible quelque chose, parce que dans l'idée du savoir-faire, il y a quand même cette idée qu'à un moment donné, et ça c'est quand même une culture qui s'est sans doute aussi, en tout cas qu'il faut continuer de défendre, je n'allais pas dire qu'elle est perdue parce qu'on ne sait pas, mais l'idée que voilà, qu'il y a une différence entre un sac fabriqué d'une certaine façon et un autre sac, c'est pas juste une histoire de prix, c'est pas juste une histoire de com'. Il y a des différences de fabrication, il y a des différences de chaînes de fabrication, il y a des différences d'artisanat, il y a du coup des différences probablement sur la durée de vie du sac en question. Et finalement, on s'aperçoit que les gens, ça les intéresse énormément. Moi donc, qui travaille sur des contenus, à chaque fois qu'on expose des contenus qui racontent des histoires de savoir-faire ou qui dévoilent du savoir-faire, on s'aperçoit que spontanément, sans qu'on force les gens à les regarder, ils viennent les chercher. Donc il y a quand même aussi cette volonté de rentrer dans la culture de la manière dont sont fabriquées les choses. Ça fait partie de la culture du monde du luxe. Donc les gens qui s'intéressent au luxe, ça les intéresse de savoir comment sont fabriquées les choses. Oui, on voit quelques exemples là de retour. Oui. Oui, alors ça c'est extrait du livre d'or de l'exposition dont je vous ai gentiment mis des tickets. Jusqu'au 21 février. Voilà, jusqu'au 21 février, donc il faut se presser. Et en fait, on s'aperçoit que, alors là c'est un petit extrait, bon évidemment je vous ai mis que les bons, dans le livre d'or de l'exposition, il y a une proportion très très conséquente de gens qui commentent l'intérêt culturel de comprendre comment sont faites les choses, et notamment il y avait des démonstrations d'artisans qui montraient comment le travail du bois, parce que le savoir-faire de Maletier, qui est donc le savoir-faire historique, donc pas vraiment ébéniste, mais le savoir-faire de Maletier, c'est un savoir-faire très complet, parce qu'en fait c'est effectivement le bois, mais c'est aussi du métal, c'est du cuir, donc c'est aussi un savoir-faire de serrurier, donc c'est plein de savoir-faire différents. Donc là il y avait des artisans d'Anières qui sont venus montrer et donner l'expérience. Et ça, typiquement, manifestement, ça passionne les gens parce qu'ils commentent beaucoup dans les commentaires de l'exposition. Oui, vous n'avez pas que cette exposition, vous faites aussi beaucoup de choses. Vous agissez énormément en termes de faire savoir au travers des journées particulières. Ah oui, alors les journées particulières, c'est le groupe LVMH. Donc je pense que ça existe depuis 2010 ou 2011. C'est 100 000 visiteurs, donc ça prouve aussi que manifestement c'est un principe un peu, pour ceux qui connaissent pas, Journée du patrimoine, et où l'idée est justement de donner la possibilité aux gens, comme dans les Journées du patrimoine, d'avoir accès à l'intérieur des maisons et donc de découvrir ces savoir-faire. Et donc les artisans se prêtent au jeu et donc font des démonstrations de leur savoir-faire, de leur quotidien, de l'amour et de la passion qu'ils ont en général pour ce qu'ils font, parce que c'est vrai que ça soit de l'horlogerie, du soulier ou de la maroquinerie ou de la mode, en général ils sont assez passionnés et assez passionnants. Et donc effectivement il y a énormément de visiteurs et chaque année c'est toujours assez étonnant. Et je pense que ce que ça défend aussi comme point, moi en tant que plutôt à nouveau casquette de communicante, parce que je suis pas une artisan, ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense que les journées particulières, les expositions, ça montre une façon aussi différente de partager. C'est-à-dire que le savoir-faire ennuyeux, c'est celui qui consiste à faire, et Dieu sait s'il y en a eu, y compris dans ma maison, de raconter des histoires de savoir-faire un peu marketing, storytelling, etc. Et en fait, on s'aperçoit surtout que les gens, voilà, le savoir-faire, c'est quelque chose de simple. C'est des gens qui racontent ce qu'ils font et qui montrent, qui démontrent ce qu'ils font. Ou dans le principe de l'exposition sont à la fois des gens qui démontrent ce qu'ils fabriquent, mais aussi des histoires qui sont racontées authentiques d'une certaine manière, même si c'est évidemment mis en scène.
Et en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est de montrer, d'expérimenter, plutôt que de nécessairement raconter. Oui, c'est ce que vous faites aussi à Asnières. À Asnières, vous avez un magnifique showcase qui présente tous le cœur, enfin le berceau de Louis Vuitton. Bien. Dominique, alors je crois que vous nous avez réservé une petite surprise. Vous avez amené un film, et je pense qu'il serait peut-être un peu nécessaire de l'expliquer ou de décortiquer quelques gestes que l'on va voir. Parce que pour les non-initiés, c'est un peu... Je vais avoir du mal à décrire exactement. Donc effectivement, chaque année, c'est effectivement M. Lagerfeld qui a eu l'idée, il y a plus de 13 ans maintenant, de mettre au goût du jour et de faire une collection finalement dédiée à ces savoir-faire. Donc là, on va voir un petit film sur le Paris-Salzbourg, qui a eu lieu il y a 2 ans, je crois, de mémoire, qui était assez emblématique parce que suivant les destinations, il y a plus ou moins la mise en avant d'un certain nombre de savoir-faire. Donc vous allez voir, c'est là qu'on retrouve tous ces gestes, tout ce travail. Je voulais juste dire une petite chose qui est intéressante. C'est vrai qu'on parle beaucoup de savoir-faire et parfois de poussiéreux et de marketing. Et je trouve que c'est souvent, et vous l'avez dit, c'est quand on laisse les gens, quand on travaille avec les artisans, on s'aperçoit que c'est bien souvent le marketing qui les a un peu étouffés. Le savoir-faire devrait avoir quelques... peu. Les briefs marketing, ça te rappelle quelque chose. Non, mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, quand on les laisse se libérer, on a toute la richesse. Et souvent, les créatifs les bousculent, ils adorent ça. Les communicants, ils adorent communiquer. Et c'est vrai que c'est souvent qu'on a voulu les cadrer, qu'on a un petit peu rendu la chose ennuyeuse. Parce qu'effectivement, on voulait l'expliquer, le démontrer. Mais je pense qu'il faut le vivre, il faut le démontrer, il faut aller le voir, il faut venir dans ces endroits pour voir la beauté de tout ça. Parce que je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Et pour rebondir là-dessus, je pense que c'est... j'ai perdu ce que je voulais dire en plus. J'ai bien fait de vous couper la parole. Vous le direz après le film. J'avais fini. On va voir le film de Parafiction.
C'est pour eux. Alors, quelques commentaires sur ce film? Je crois pas qu'il faille Emmanuel, vous avez retrouvé votre idée? Juste, je reviens quand même à la formation et ces éléments de communication. Il y a quelques années, il y a très longtemps, Monsieur Lesage avait démarré une école qu'il utilisait comme à destination du loisir créatif. Donc les dames venaient apprendre à broder, c'était pour sauver le travail des brodeuses quand il n'y avait pas d'activité. Et depuis, on va dire, 5-6 ans, on l'a réutilisé pour justement communiquer la compréhension de ces savoir-faire, soit aux écoles de commerce et aux futures personnes du marketing, ou aux designers, pour que je pense que la seule communication de ce type de savoir-faire, c'est d'aller s'y frotter, parfois même essayer de faire une broderie avec un crochet de Lunéville. Voilà, on s'aperçoit que c'est une expertise de 6, 7, 8 ans. Alors les uns 18 ans, les autres 10. Mais c'est vrai que c'est un vrai engagement. Et c'est pour ça que c'est des gens qui adorent être bousculés, parce qu'ils adorent aller au bout de leur technique. Je suppose un nez fait pareil, un fourreur fait pareil. S'il est passionné, il a envie d'être bousculé et d'innover quelque part. Emmanuel ? Oui, non, c'est pas du coup, ça tombe pas tout à fait. Enfin, en fait, le film le raconte assez bien, c'est-à-dire que le savoir-faire, c'est pas juste de la technique. Alors, c'est de la technique avec beaucoup de temps, beaucoup d'expérience. C'est une expertise, c'est du talent. Mais c'est aussi beaucoup de créativité. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui n'est pas toujours associé en dehors de nos quotidiens, dans le faire savoir ce que c'est que le savoir-faire. C'est que c'est ce que vous racontez, quoi. C'est inventer, alors que dans la nature, la fourrure élastique n'existe pas, puisqu'a priori les animaux n'ont pas la peau super élastique, j'imagine. Et de relever ce défi pour répondre à une créativité et du coup d'avoir de la créativité dans les savoir-faire. Et il faut être un expert extraordinaire pour pouvoir relever ce défi de créativité. Je crois que c'est ça qui est aussi stimulant dans le savoir-faire. Et là, d'un seul coup, ça devient pas très ennuyeux, ça devient même passionnant. Absolument. Oui, d'ailleurs, je trouve que si les briefs étaient des défis comme ça, parce qu'en fait c'est un brief qui vous a donné Gauthier. Absolument. Oui. Là, c'est intéressant quand c'est un défi. Mais quand c'est juste une contrainte qui est la même que partout ailleurs où on vous dit alors il faut qu'elle ait entre 20 et 45, pas au-delà, qu'elle soit impertinente et sensuelle. Pas oublier le sensuel. Je crois qu'on a trouvé le prochain thème, non? Ça va être le marketing et la création, ou la création, non? Gérer les créateurs, ça je prends tout de suite. Yves, alors vous, pour venir justement au cœur du sujet du faire savoir, donc vous venez récemment, je crois, de créer une direction de la communication dans votre entreprise. Oui, tout à fait. Quel est votre objectif et quel a été d'un seul coup le fait générateur de cette création de poste? Écoutez, dans une entreprise qui se développe, c'est un secteur qu'on ne peut pas ignorer, puisque c'est un secteur primordial dans une entreprise aujourd'hui, c'est de faire savoir ce que l'on est capable de faire. Et donc l'idée est simple, c'est quand même aussi d'intégrer les techniques d'aujourd'hui et la vie d'aujourd'hui, le digital, l'Internet, le développement d'un site. Donc on a un programme très très ambitieux pour 2016, justement de moderniser notre outil de communication qui en a bien besoin. Voilà. Donc il y a un gros chantier. Oui, et vous m'avez confié qu'une de vos préoccupations, c'était que dans ce secteur d'activité, les exigences en matière de communication étaient très élevées. Il fallait une exécution parfaite, il fallait avoir des standards de qualité très 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 hauts, et il faut avoir les budgets, les ressources pour pouvoir entre guillemets les réaliser. Comment allez-vous relever ce défi ? Écoutez, c'est un défi permanent pour une PME familiale comme la mienne de relever ce type de défi, mais je crois que quand on n'a pas les moyens des grands groupes, on utilise la créativité, la rapidité, l'agilité, la souplesse et aussi l'énergie des gens qui travaillent chez nous, qui sont vraiment
extrêmement actifs et très dynamiques, qui sont des passionnés en fait. Parce que dans une PME, ça ne peut marcher qu'avec des passionnés. On n'a pas les moyens, comme vous l'avez dit, vous l'avez souligné, on n'a pas les moyens des grands groupes, mais on doit avoir le même talent, puisqu'on est confronté en termes de concurrence et en termes de présentation à ce qu'ils font. Donc on ne peut pas être en dessous, et donc on est obligé d'être peut-être plus créatif, ou en tout cas de chercher les idées pour y arriver. Voilà. Isabelle, vous, pour faire savoir, communiquer autour de vos parfums, notamment dans les boutiques, vous m'avez parlé d'une valeur qui vous paraît très importante, c'est la sincérité, en particulier quand on veut vendre un parfum à une cliente. Oui, alors c'est vrai que nous ne faisons pas du tout de publicité, donc le parfum se vend de bouche à oreille, ou parce que nos vitrines attirent l'œil, ou parce que... et puis aussi parce que Camille et parfois moi, on va rencontrer les journalistes, on va parler aux clients de temps en temps, il nous arrive de faire des événements à Paris ou à Londres ou parfois à New York. Et donc c'est un peu nous qui véhiculons la communication, mais c'est très simple pour nous, puisqu'il suffit qu'on raconte l'histoire de nos parfums, l'histoire qu'on a imaginée, et on se rend compte que les gens sont émerveillés, et là on a gagné. Après, donc c'est vrai que dans les boutiques, on ne peut pas être partout, donc on a la chance d'avoir des vendeuses avec qui on discute, qu'on forme entre guillemets, en fait, à qui on raconte nos histoires et qui les intégreront et les répercuteront aux clients, et qui sont passionnés et qui sont gentilles. Et ça, c'était un des principes de base d'Annick, c'est la gentillesse et être à la disposition de la personne qui va entrer pour rêver. Donc voilà, on n'a rien d'autre que ça pour porter nos histoires. Elle avait déjà la bienveillance dans son esprit. Ça n'était que bienveillance. Emmanuel, vous avez réalisé un exercice remarquable au Grand Palais avec l'exposition Voguer, voler, voyager. Comment s'insère-t-elle dans le dispositif de communication de Louis Vuitton ? Je crois que le principe, justement, c'est de donner la possibilité aux gens de partager la culture d'une maison, l'histoire et les savoir-faire, de façon à ce que derrière, peut-être justement, des campagnes de publicité ou des choses qui sont d'autres types de langage, pour ceux qui ont envie de connaître un peu plus en profondeur la culture, puissent l'expérimenter. Parce qu'il y a toujours cette idée aussi que... finalement, d'abord, tout le monde ne pousse pas forcément la porte d'un magasin Louis Vuitton tout en ayant peut-être le rêve ou l'intérêt pour le sujet, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde de pousser la porte d'un magasin où on sait que les produits sont à un certain prix. Et puis, au-delà de ça, à nouveau, c'est... alors, dans des échelles très différentes d'Annick Goutal, mais c'est à un moment donné... un produit de luxe, c'est du savoir-faire au sens vraiment de l'artisanat, c'est de la créativité, et puis c'est aussi toute une histoire. Donc c'est des histoires de rêves, c'est des histoires de gens, c'est des histoires aussi... il y a plein de... Dans l'exposition, si vous y allez, vous verrez, à chaque fois, c'est des rencontres, c'est des voyages qui donnent lieu à des découvertes, à la création de choses, et une chose en amène une autre, comme le racontait le film tout à l'heure. Et donc voilà, il y a des gens que ça intéresse, et ça fait partie, c'est contenu dans chaque petite chose qu'on achète d'une maison, c'est cet esprit-là. Donc vous dans vos fragrances, et nous dans nos sacs, ou dans nos malles, dans nos jupes. Eh bien, je crois qu'on va regarder un film qui résume la philosophie de cette exposition et que nous présente Olivier Saillard. Je suis Olivier Saillard, je suis commissaire de l'exposition qui est organisée ici même au Grand Palais. Il s'agit d'une grande rétrospective sur l'histoire de Louis Vuitton au 19e et au 20e siècle. Et puis je suis accessoirement directeur du Palais Galliera, le musée de la mode de la ville de Paris. Toutes les sélections d'œuvres historiques rencontrent des œuvres actuelles dans un dialogue. Et on avait envie que les créations contemporaines puissent s'appuyer sur les bases aristocratiques de l'histoire. Les chapitres sont devenus
assez naturellement et je ne pense pas les avoir inventés. Faire un chapitre autour de l'automobile, de la croisière, du yachting, du train, c'est finalement l'histoire de Louis Vuitton. Après, j'ai voulu introduire aussi d'autres subtilités, comme l'écriture, comme le parfum, comme la mode masculine. J'avais envie que ça soit très ludique, très accompagnateur, donc j'ai préféré mêler les chronologies, mais chapitrer l'exposition selon des thèmes qui me paraissaient des clés de lecture pour la maison. Il y a plusieurs objets inattendus, dont certains très tendres. Par exemple, moi j'ai une amitié particulière pour cette petite malle que l'on offrait aux clientes et qui est une malle aux fleurs où on déposait un petit bouquet de fleurs à l'intérieur. Je trouve ça d'une délicatesse infinie. Mais j'ai aussi un faible pour un steamer bag avec ce V bleu, blanc, rouge. Je pense que celui-ci est sans doute peut-être à l'origine du sac souple moderne, sans aucun doute, et qu'en plus il a cette valeur d'émotion qu'on peut retenir aujourd'hui. J'imagine que cette exposition ne va pas s'arrêter là, vous allez la transporter ailleurs, elle est tellement magnifique. Écoutez, merci. Oui, bien sûr, puisque l'idée est de partager cette culture, c'est d'abord le voyage, c'est notre métier, donc forcément, on va bien savoir la faire voyager. Et puis surtout, l'idée, effectivement, c'est d'aller quelque part à la rencontre des gens. Donc, sa prochaine escale, c'est Tokyo. Parfait. Dominique, donc nous avons beaucoup parlé avec vous des savoir-faire de quelques maisons dont le public n'a pas forcément la connaissance, mais au sein de cette aventure par affection, je me suis entendu dire que la maison Michel, par exemple, avait eu un destin différent, positif, favorable, qui commençait à être un vrai succès. Et puis nous en avons plus. Effectivement, on a beaucoup parlé du mot créativité. On a aussi parlé des grosses maisons et des petites maisons. Ce qu'on souhaite aussi faire des sociétés de par-affection, c'est qu'elles soient vraiment autonomes, entrepreneuriales et créatives. Donc, Maison Michel, c'est un chapelier. Quand on l'a acheté, je ne vous fais pas un dessin, mais regardez le nombre de personnes aujourd'hui dans la salle qui portent un chapeau. C'est quand même plus tellement une activité en pleine expansion. Donc, l'idée a juste été de décider il y a 10 ans on va lancer notre propre marque et on va essayer effectivement à travers cet esprit créatif de développer une activité pour conserver le savoir-faire du chapelier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'un chapelier, on est passé à 3. Donc effectivement, faire un chapeau, c'est long, c'est cher, il n'y a pas énormément de débouchés. Donc on a embauché une directrice artistique. Bon, c'est vrai qu'il s'est trouvé que c'était quelqu'un qui collaborait aussi chez Chanel. Donc on a effectivement ces avantages, mais à chaque fois, on essaye de rester dans une dynamique d'une toute petite structure. Et c'est vrai que petit à petit, la marque s'est installée. Aujourd'hui, on a 2 boutiques, donc on reste très modeste même par rapport à Yves Salomon. Et voilà, donc c'est vrai qu'on joue beaucoup sur la créativité, mais on a aussi d'autres marques. Aujourd'hui, on va parler un peu de Barry, qui est une marque de cachemire écossaise. Donc c'est vrai que c'est pas un savoir-faire directement lié à la mode française, mais le cachemire écossais aussi a une vraie belle histoire qu'il faut défendre et qui aujourd'hui est un peu, qui a un peu pas disparu, mais le cachemire italien a pris un peu plus de notoriété. Donc à travers une marque propre aussi, on essaye de revéhiculer un certain nombre d'histoires et puis de dynamiser autour de la créativité, parce que souvent des savoir-faire s'enferment en perdant cet aiguillon créatif. Donc on a, voilà, et comme Gossens ou aussi, j'ai perdu la 4e. Voilà, je sais. Bien, pour terminer cette table ronde, est-ce que certains d'entre vous... On est un peu gelé. Projetons-nous donc en 2020. Quelle est votre vision? Quel est votre fantasme des savoir-faire dans 10 ans, dans 20 ans? Comment ça va se passer? Moi, je pense qu'il n'y a pas de fantasme à avoir, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'héritage, c'est-à-dire de savoir-faire, de ce qu'on appelle, nous, le capital social. C'est-à-dire que j'avais noté sur mon papier, mais je ne l'ai pas dit, mais la plupart de ces maisons ont plus d'1 siècle. Donc, et tant qu'elles restent vivantes, elles perpétuent le savoir-faire. Et par contre, effectivement, il faut introduire de l'innovation, on en a parlé à tout moment, mais pas l'un contre l'autre ou l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de la montre, par exemple,
oui, il y a les montres connectées maintenant, mais je pense qu'il y aura aussi toujours cette défense voilà, du savoir-faire. Donc je pense qu'il y a un très bel avenir et il y a pas mal de possibilités d'utiliser tous ces savoir-faire sur des métiers ou des activités qu'on n'a même pas imaginées. Aujourd'hui, on développe une activité de broderie architecturale, par exemple, en travaillant sur des énormes halls dans des malls à Dubaï, voilà, et on va peut-être transformer un savoir-faire de broderie en quelque chose de plus majestueux et d'architectural. Donc voilà, 2020, 2050, pas de souci. Isabelle, les formules sont de plus en plus simples, compactes. Il y a 100 ans, on avait des formules avec 150, 200 lignes. Aujourd'hui, avec 20 lignes, on fait un parfum. Alors c'est vrai que ça s'est beaucoup simplifié parce que les gens veulent plus de choses immédiates. Quand ils débouchent un flacon, ils veulent avoir tout de suite le rêve et que le rêve reste comme ça du début à la fin, alors qu'avant, quand on ouvrait un flacon, c'était presque tout un cérémonial. Il y avait une espèce de symphonie qui se déroulait au sortir du flacon ou sur la peau, et on avait des choses très compliqué. On me disait que certaines formules de parfum, quand on les éclatait, c'est-à-dire qu'on ouvrait chaque petit tiroir de chaque ingrédient de la formule faisait presque 5 mètres de long, tellement il y avait d'ingrédients additionnés. C'est vrai que maintenant, voilà, il faut aller plus directement à l'efficacité. Bon, c'est une autre façon de travailler. C'est vrai que parfois on regrette un peu l'ancienne façon, mais on en a fait aussi chez nous. Et donc on s'adapte. C'est pas mal non plus d'essayer de synthétiser. Et de toute façon, je crois que dans le parcours d'un créateur, plus on avance, plus on va à l'essentiel aussi. Donc ça n'est pas non plus très dérangeant. Yves, les jeunes chez vous, alors ils vous apportent des idées un peu folles. Comment vous voyez le futur ? Écoutez, le futur ne sera que la continuation la continuité du présent. Bon, la création est au cœur de notre démarche, l'innovation, les jeunes. On voit vos ancêtres sur l'écran. Bon, et je pense que nous allons plutôt vers la complexité, puisque pour avoir des produits de plus en plus créatifs, il faut associer des matières de plus en plus différentes, faire des associations improbables. Et donc, je pense que c'est une démarche qui est passionnante et je suis très optimiste pour la suite de cette démarche qui donne la possibilité de créer et d'être au cœur de la mode. Voilà, ça c'est vraiment mon ambition et mon envie. Emmanuel, le futur, le mot de la fin, ouais, c'est beaucoup de choses. Je vois le futur bref. Je sens que c'est la fin. Non, moi je trouve, je vais dans le sens d'Yves, ce que je trouve très intéressant en fait dans le futur, c'est toutes les potentialités que des nouvelles techniques peuvent offrir, mariées à des techniques plus ancestrales. Pourquoi ? Parce que je trouve que on augmente le nombre de notes de musique pour créer une symphonie, donc on augmente le champ des possibles, et voilà, et toujours dans cette idée de créativité, c'est une façon d'offrir aux créateurs plus de possibilités pour s'exprimer et de choisir entre l'essentiel et peut-être le moins essentiel. Mais voilà, rapidement, je sais qu'ils développent, alors pas chez nous en l'occurrence, mais je sais qu'il y a des recherches qui sont faites sur des développements de cuir qui seraient donc faits carrément avec la génétique. Donc c'est à la fois assez effrayant par endroits et en même temps c'est intéressant. D'abord c'est intéressant parce que ça va peut-être éviter aussi de tuer quelques animaux au passage, donc c'est pas inintéressant quand même comme perspective. Et ça amène surtout des logiques qui permettent de concevoir une créativité différente, parce que c'est peut-être que les coutures ne seront pas positionnées dans les mêmes endroits, peut-être qu'on pourra, comme vos fourrures, rendre des matières plus élastiques, plus étanches, etc. Donc c'est aussi très intéressant parce que ça doit être vécu comme un stimulateur de créativité. Voilà.
Pardon? Oui? On va passer des micros. Bonsoir. Dans quelle mesure pensez-vous utiliser le numérique et la réalité virtuelle et augmentée pour communiquer, pour faire vivre, pour faire visiter, comme à l'échelle réelle, vos ateliers ou même vos défilés, etc., et communiquer surtout à l'international d'une autre manière qu'avec des catalogues? Merci. Vous battez pas. Je ne suis pas communicant, donc je pense communication, mais je ne sais pas si on fera visiter les... Alors, c'est une idée à laquelle on n'a pas encore pensé. C'est vrai que pourquoi pas faire visiter virtuellement les ateliers. Moi, je reste quand même un défenseur parce que je ne suis pas non plus spécialement artisan, mais depuis quelques années, je côtoie toutes ces personnes. Je pense que on continuera de faire des belles choses et les gens les considéreront comme de belles choses s'ils prennent le temps parfois de venir les voir ou qu'on les transporte, ce que la plupart des sociétés font. Voir la réalité virtuelle, voir des choses comme ça virtuellement, c'est là où je trouve que c'est un peu peut-être la limite ou le risque est de les ouvrir à tout et tout le monde. Non, c'est quelque chose quand même de relativement rare. Voilà, je sais pas, c'est un avis, c'est comme un grand violoniste. Voilà, si vous le faites écouter à tout le monde, peut-être ça sera bien, mais c'est quand même intéressant d'aller au concert, d'aller le voir à un des moments précis. Je sais pas, après... Ouais, j'ai exactement le même point de vue. Alors, il y aura sûrement... Enfin, là aussi, il faut inventer des choses, parce que le numérique donne des potentialités de communication qui sont très différentes. Mais ce que j'essayais de faire passer aussi comme idée, justement, c'est que typiquement, le savoir-faire, c'est des gens, c'est des histoires, et c'est de l'expérience. Et donc, pour le moment, on est plutôt dans un mode de communication, en tout cas dans notre maison, d'essayer d'aller vers les gens ou de les amener chez nous. Là, tout à l'heure, on montrait la maison d'Anières, on ouvre les portes aussi pour que les gens puissent le voir à l'intérieur. Donc, forcément, c'est assez exclusif parce qu'à un moment donné... Mais ça doit, enfin, l'exclusivité, elle est à la hauteur aussi de l'intérêt qu'on a pour les choses, du temps qu'on y accorde. L'artisanat, c'est aussi quelque chose qui prend du temps, donc il faut aussi prendre le temps de le regarder. Sinon, on retombe dans ce truc qui est, à mon sens, le savoir-faire un peu ennuyeux, qui est des jolies images avec une belle musique qui monte des mains un petit peu pleines de colle, mais qui, dans le fond, ne raconte pas grand-chose. Nous sommes au terme de cette conférence. Nous avons pendant 1h30 présenté cette industrie sous un angle un peu original et différent. Je crois qu'on a tous convergé sur l'idée qu'il y avait une confrontation permanente entre le passé et l'avenir, la création, les créateurs et les artisans. Et c'est en faisant la synthèse de ces mondes, d'un monde nouveau et d'un monde qui nous vient des âges, du fond des âges, que nous faisons un métier qui fascine tout le monde et qui fait de la France un des pays leaders en la matière. C'est à vous, Déborah. Merci beaucoup Christophe, merci à vous de nous avoir livré votre témoignage sur les savoir-faire et sur vos expériences. C'était vraiment bien, merci infiniment.